Donc cet exposé va porter sur l'expérimentation animale. Donc, je suis Éric Muraille, maître de recherche au FNRS attaché à l'ULB, et Alban de Kerkhove-Bexaèdre interviendra concernant les modèles expérimentaux en neurosciences. Donc, il est directeur de recherche au FNRS et également attaché à l'ULB. Alors je tiens à préciser que comme il s'agit d'un sujet qui est assez polémique, nous nous exprimons tous les deux en notre nom. Donc nous ne sommes pas les porte-parole ni du FNRS, ni de l'Université libre de Bruxelles, ni d'une autre université. Donc l'expérimentation animale est un domaine en fait extrêmement vaste, qui pourrait être abordé de différentes manières, notamment sous l'angle de la méthodologie, qui serait très complexe dans le sens où chaque modèle animal a sa propre méthodologie, ses propres spécificités. On pourrait également l'aborder sous l'angle de l'éthique et de la morale. Donc, par exemple, a-t-on le droit d'exploiter l'animal dans le cadre de recherche scientifique? Et on peut également l'aborder sous l'angle scientifique, au sens est-ce une méthode d'expérimentation fiable, est-elle utile? Alors, ces dernières années, la majorité des mouvements militants contre l'expérimentation animale se sont focalisés en fait sur la critique de l'intérêt de l'expérimentation animale en tant que telle. Donc la plupart des critiques portent sur est-ce que l'expérimentation animale est un mal véritablement nécessaire, d'autres méthodes fiables existeraient et globalement elle est jugée par certains comme scientifiquement déplorable. Donc l'essentiel de l'exposé ici va se focaliser sur cette polémique scientifique, donc la remise en question de l'utilité de l'expérimentation animale en recherche. Et donc nous mettrons largement de côté les aspects méthodologiques et éthiques dans cet exposé. Donc aux origines de la polémique en tant que telle, on peut essayer de la cerner déjà en essayant de voir quelles sont les informations accessibles aux citoyens en général. Donc en faisant un petit tour, je dirais, des informations disponibles dans les médias classiques et sur Internet. Alors, la première constatation c'est aisé à faire, c'est qu'on ne parle de l'expérimentation animale dans les médias que lors des opérations médiatiques réalisées par les organisations de protection animale. Donc, je vais essayer ici de donner un petit exemple de ces opérations, je vais en décrire 3, principalement pour vous donner un exemple de leur dynamique et de ce sur quoi elles se basent, entre guillemets, pour communiquer vis-à-vis du public. Donc, je vais prendre des exemples récents. Donc, par exemple, 29 novembre 2016, l'opération d'infiltration de la VUB par Gaïa, qui a donc communiqué dans une série de médias les résultats de ce que Gaïa appelle une enquête réalisée à l'animalerie de la VUB par une activiste qu'ils ont infiltrée dans le personnel du service technique, du staff technique de l'animalerie. Donc un film de 6 minutes, dont je vais parler plus tard, a été produit, a été diffusé au niveau des médias, et l'activiste en question a commenté ce film et commenté son expérience de 4 mois. Alors son témoignage est assez tranché, il a le mérite d'être clair, donc je cite: « Un monde de cauchemar pour les animaux de laboratoire, allant de tests de routine douloureux, de manque de soins appropriés et de l'incapacité à traiter correctement les souffrances infligées aux animaux, à de la négligence généralisée, de la complaisance et du mépris pour leur bien-être. » Alors, les conséquences de ce type d'opération, généralement, ne sont pas tardées. Donc, 2 jours plus tard, sur le campus de la VUB, à la Plaine à Bruxelles, 2 alertes à la bombe, évacuation complète du campus, fouille du campus, étudiants et professeurs ciblés et menacés par téléphone. Donc, si on cite le porte-parole de la VUB, des messages du genre « on aura votre peau ». Et une dizaine de jours plus tard, sur base de la polémique et surtout de la vidéo produite par Gaïa, la secrétaire d'État bruxelloise Bianca de Baets décide d'interdire de nouvelles études sur les animaux à la VUB pour une durée de 3 mois. C'est quand même une décision assez rarissime. Je crois même que c'est la première qui a été prise en Belgique à ce niveau-là. C'est aussi une décision qui a beaucoup d'impact, dans le sens où un arrêt de 3 mois peut fortement, je dirais, contrecarrer les expériences des étudiants, des chercheurs, qui généralement sont soumis à un timing assez serré pour publier leur mémoire, leur thèse, et ainsi de suite. Alors pourtant, quand on analyse le contenu de la fameuse vidéo de 6 minutes, et la plupart des commissions éthiques en Belgique et des experts s'y sont attelés, l'ont analysé seconde par seconde,
en fait, on ne trouve pas énormément d'images qui ont véritablement un lien avec une quelconque maltraitance ou un manquement aux règles. Alors, je ne peux évidemment pas réanalyser les 6 minutes ici, parce qu'il faudra le faire seconde par seconde. Je vais juste cibler une dizaine de secondes de film, notamment parce que ces 10 secondes, en fait, montrent une des images qui étaient les plus emblématiques et qui a été diffusée dans les médias, donc la fameuse dislocation de souris à l'aide d'un bic. Donc cette image a été caricaturée, reprise systématiquement dans les médias avec plus ou moins de bonheur. Pourtant, si on regarde au niveau légal, pour l'euthanasie, la mise à mort de petits rongeurs, cette technique, la dislocation cervicale, fait partie des 5 techniques autorisées, légales. Et de ma propre expérience, c'est une des techniques de mise à mort, je dirais, les plus humaines, dans le sens où la mort survient très très rapidement pour l'animal. C'est une des techniques de mise à mort qui présente le moins de stress pour l'animal en tant que tel. Alors dans la même série, dans les images faisant suite, c'est assez représentatif quand même du reste du film, on a beaucoup d'images qui peuvent choquer quelqu'un de non averti. Donc par exemple ici le découpage d'une carcasse de porc, on a le transport d'une carcasse de porc, mais quel rapport en fait avec une maltraitance animale? Bon, je suppose que personne n'a imaginé que le porc s'est fait décapiter vivant ou sans anesthésie. Le transport d'une carcasse de porc n'a rien non plus d'une maltraitance. Alors, qui peut plus prêter à confusion, ce sont par exemple des images comme celle-ci. On voit des souris en cage présentant des lésions, par exemple, sur le flanc droit. Alors, information prise, il s'agit d'expériences tumorales. Ce sont des expériences qui étaient déclarées, qui étaient associées à un dossier éthique. Et la taille des tumeurs est sous les 1,2 cm, qui constitue la norme maximum, le point limite légal pour ce type d'expérience. Donc de nouveau, aucun lien avec une maltraitance, même si ces images peuvent au demeurant choquer. Alors 4 mois plus tard, les résultats de l'enquête diligentée par Bianca de Batz sont publiés, et elle valide en fait en grande partie cette analyse. Donc je cite, une série d'infractions ont été constatées, mais davantage d'ordre administratif. Par exemple, la tenue de registre faisait défaut, mais il n'y a pas eu de constatation de maltraitance animale. Donc autorisation est donnée de reprendre l'expérimentation animale à la VUB. Alors où est passé le monde de cauchemar, le manque de soins appropriés, la négligence généralisée? Gaïa dira que la VUB a fait le ménage entre-temps, avant l'enquête officielle. Alors le scandale à la VUB, en fait, c'est une stratégie, un jeu entre guillemets qui en rappelle beaucoup d'autres, en tout cas aux scientifiques qui s'intéressent à la question. Je vais reprendre un autre exemple du même type, le scandale de l'Imperial College of London, qui est une des universités les plus réputées en Angleterre. Une association de protection animale a également infiltré cette animalerie, publié un court film, de nouveau documentant, je dirais, les pratiques réalisées dans cette université, et a déposé un document reprenant 180 accusations contre cette université, la plupart en fait tournant tout autour de la maltraitance. Même dynamique, 1 an plus tard, le rapport du Home Office tombe. Sur plus de 180 accusations portées par la BIAV, seulement 5 ont été retenues. Alors, le Home Office conclut à une culture de soins médiocres, donc notamment des cours entre guillemets ont été proposés à certains techniciens, mais globalement reporte une absence de maltraitance animale documentée. Alors dans chacun de ces 2 cas, on peut toujours dire que l'enquête a été mal faite, qu'elle a été faite après coup. Donc je vais prendre un 3e exemple ici en fait qui lui au moins ne prête pas à confusion. Donc quelques jours avant le Téléthon 2016, les associations françaises de protection animale PETA et Animal Testing rendaient publique une vidéo choc. Donc c'est une vidéo très courte, 2 minutes 28, très simple aussi. On voit simplement des chiens dans une cage, donc ces chiens sont myopathes. Donc je précise qu'on ne les a pas rendus myopathes, ils sont nés myopathes, et au lieu de les euthanasier, on les a conservés entre guillemets pour l'expérimentation et pour tenter de mettre au point différentes thérapies. Alors le film donc est très simple, on voit des chiens qui tremblent, qui bavent, ils ont la myopathie, et on a une série de panneaux blancs sur fond noir, avec une souffrance jamais vue, immersion dans un laboratoire français qui teste sur les chiens, un représentant du laboratoire admet qu'ils perdraient leur financement si le public voyait l'état des chiens.
pour suggérer la confidentialité, le monde excessivement caché de l'expérimentation animale. Donc ici, il ne s'agit pas en fait de parler de maltraitance animale dans le sens documenter une infraction sur les règles. En fait, on dénonce le simple fait d'expérimenter sur des animaux en tant que tel. Alors évidemment, ce type de communication amène un déferlement pendant la période, je dirais, du Téléthon. Il y a une multiplication de ce type d'images, où on associe systématiquement le fait de donner pour le Téléthon à de l'expérimentation animale. Alors on peut remarquer aussi, si on est un peu attentif, que les images en fait datent au moins des années 80. On ne trouve plus du tout ce genre de tubulure dans les laboratoires d'expérimentation à l'heure actuelle. Mais globalement, l'amalgame est fait entre vivisection, torture animale et données au Téléthon. Donc ce type de communication basée sur l'amalgame, l'émotion, a fait beaucoup réagir ces dernières années les scientifiques. Donc en Belgique notamment, nous avons écrit, maintenant depuis une année, plusieurs cartes blanches à ce sujet pour rappeler que l'expérimentation animale n'est pas une pratique archaïque, que la majorité des patients traitaient le son grâce à des techniques qui ont été mises au point chez l'animal. Nos collègues français ont surenchéri suite à nos cartes blanches et ont également publié un rappel dans la presse française, donc signé par plus de 400 chercheurs français, donc qui rappelle que la pratique de l'expérimentation animale reste un maillon indispensable pour comprendre, soigner et guérir, et qui dénonce, je cite, les techniques de communication des associations de protection animale. Donc à coup de techniques de communication très contestables, vidéos volées puis assemblées, propos coupés et déformés, slogans diffamatoires, certains groupuscules déguisés en lanceurs d'alerte remettent en cause les bases de la biologie avec un aplomb sidérant. Donc on peut ici déjà faire quelques petits sujets de réflexion par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc la plupart des associations de protection animale qui militent contre l'expérimentation animale présentent les animaleries dans les universités comme un monde de cauchemar où sévit une négligence généralisée. Bon. Est-ce que c'est crédible ? En fait, il faut savoir que ce ne sont pas des endroits qui effectivement sont ouverts au public, mais ce sont des endroits qui ne sont pas réservés qu'aux professionnels. Il y a un très grand nombre en fait, d'étudiants à l'heure actuelle qui ont accès aux animaleries. Donc, les étudiants en mémoire de master, en thèse, sont là parfois pour des durées très courtes, 3 mois, 6 mois. Ils n'ont pas de lien contractuel vis-à-vis des universités. Ils disposent de tous les moyens modernes de télécommunication, smartphone et ainsi de suite. Donc ils ont tout à fait la possibilité, dans les animaleries, de prendre des photos, de prendre des films et ensuite de témoigner anonymement ou non sur Internet. Donc il faut quand même constater qu'aucune vidéo de maltraitance n'a jamais été mise en ligne en Belgique dans ce cadre-là, alors que des centaines d'étudiants chaque année ont accès à ces animaleries. Donc des cas de négligence, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, comme dans tous les milieux professionnels, il y a forcément des cas de négligence dans les animaleries, ça c'est certain, tout à fait vraisemblable, il faut lutter contre. Mais de la négligence généralisée à un monde de cauchemar, c'est vraiment très très peu crédible. Il faudrait que tous les gens, systématiquement, dès qu'ils rentrent dans une animalerie, par magie, perdent totalement leur empathie et leur capacité à être honnête, je dirais, vis-à-vis de ce type de situation. Donc, oui, rappelons aussi qu'il a quand même fallu une infiltration de 4 mois à une enquêtrice de Gaïa pour produire une vidéo de 6 minutes. Si c'était un monde de cauchemar, je pense qu'on aurait eu un film de 3 heures et pas simplement de 6 minutes. Alors, deuxième sujet de réflexion, il n'est pas uniquement anecdotique, c'est le terme de lanceur d'alerte. Doit-on considérer ces activistes comme tels ? Alors, il n'y a pas véritablement une définition absolument consensuelle du lanceur d'alerte, mais si je reprends celle de Wikipédia, un lanceur d'alerte, il s'agit généralement d'une personne, d'un groupe qui estime avoir découvert des éléments qu'il considère comme menaçants pour l'homme, la société, l'économie ou l'environnement, et qui, de manière désintéressée, décide de porter à la connaissance d'instances officielles ces informations. Alors, avoir découvert des éléments, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vu la pression, je dirais, pour les financements, les scientifiques sont amenés à publier le plus rapidement possible leurs découvertes. On met également beaucoup l'accent sur la visibilité de ces découvertes, donc les scientifiques sont amenés généralement de plus en plus à publier dans des journaux dits en open access, c'est-à-dire des journaux qui sont librement accessibles à tout le monde, sans abonnement ou autre. Donc la majorité en fait, des travaux réalisés dans les universités sont publiés dans un délai de 1 an, 2 ans dans ces journaux.
Dans ces journaux, en plus des résultats des expériences et de la discussion de ces résultats, on retrouve systématiquement une partie dite matériel et méthode, dans laquelle vous avez retrouvé ici la description des données éthiques liées à l'expérience, donc la commission éthique qui a validé les expériences en question, le dossier éthique lié à l'expérience, je redécrirai évidemment ce qu'est cette commission éthique et ce dossier éthique par la suite, et également un descriptif complet du matériel biologique utilisé et du type d'expérience réalisée. Donc on peut quand même difficilement soutenir que les expériences réalisées dans les laboratoires universitaires seraient confidentielles. En fait, la transparence en général est la règle, en tout cas dans les universités. Alors menaçant pour l'homme, la société, l'économie ou l'environnement, si on prend par exemple la communication de PETA et Animal Testing sur les chiens myopathes, je dirais que c'est quand même une très très mauvaise pioche pour l'organisation, dans le sens où 6 mois après le fameux scandale, le laboratoire impliqué a publié dans une prestigieuse revue Nature Communication les résultats de ses expériences, et ils ont réussi une thérapie génique, donc la restauration de la force musculaire chez les chiens myopathes, ce qui représente quand même un espoir très important pour, par exemple, les 4000 myopathes en français. Donc, menaçant pour l'homme, la société, l'économie ou l'environnement, on a quand même un petit peu de mal de faire coller cette image avec ce qui est réalisé dans les laboratoires universitaires. Alors, dernier point, de manière désintéressée, je pense qu'il ne faut pas être quand même naïf. Si on prend des organisations, et je ne vise aucune organisation en particulier, prenons Gaïa par exemple, toutes ces organisations fonctionnent sur base de dons, ce qui n'est pas un mal en soi, mais ça veut dire que leur fonctionnement, leur financement est dépendant de leur visibilité médiatique. Et donc, si on prend les dires même de Michel van den Bosch, le président de Gaïa, nous recevons de plus en plus de legs, il n'y a pas de secret, notre succès on le doit au fait que nous obtenons des résultats, que nous sommes des vrais, les gens apprécient fortement nos actions et nos campagnes. Donc, en termes clairs, plus Gaïa participe, je dirais, à des opérations de coup de poing, plus Gaïa facilite sa visibilité et plus elle reçoit, entre guillemets, des legs. Donc, l'aspect désintéressé pose quand même, entre guillemets, question. Si on prend toujours Gaïa, Gaïa se porte excessivement bien, ses actifs ont quasiment doublé en 2015 et je crois qu'ils ont encore quasiment doublé en 2016. Donc Gaïa, c'est très loin d'être un groupuscule de petits activistes amateurs. À l'heure actuelle, je dirais c'est pratiquement une petite entreprise. On a 12 travailleurs temps plein, campagne manager, communication manager, fundraising manager. Donc ce sont en fait des professionnels de la communication. Ce sont des professionnels qui réalisent une activité de lobbying intense dans les milieux politiques. On peut trouver un nombre considérable de photos de Michel van den Bosch associés à des hommes politiques du nord et du sud du pays. Et ce sont également des professionnels de la communication vis-à-vis des enfants dans les écoles. Donc, une des caractéristiques qui est assez nouvelle, Gaïa fait ça depuis quelques années, c'est de se déplacer dans les écoles et d'informer, enfin, en tout cas c'est l'intitulé de leur démarche, d'informer, de sensibiliser les enfants à l'état de sensibilité des animaux, à l'importance de les préserver, de les protéger. Voilà, rien à dire sur cette partie-là de la démarche. Par contre, on remarque que systématiquement, Gaïa présente également une partie sur les animaux de laboratoire. Et dans cette partie, on retrouve par exemple le fameux film de l'infiltration à la VUB. Gaïa n'est pas du tout la seule à avoir cette démarche. En Belgique, si on prend par exemple SEA, donc la SBL, suppression des expériences sur l'animal, SEA réalise également des animations gratuites dans les écoles. Et donc SEA se rend dans les écoles primaires et secondaires pour, je cite, sensibiliser les élèves aux problèmes éthiques et scientifiques liés à l'expérimentation animale. Donc, ce qui est assez humoristique, c'est qu'elle le fait notamment dans les cours de sciences. Donc on peut quand même ici se poser une petite question, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est vraiment du bon sens de laisser des associations qui ne disposent d'aucune compétence scientifique reconnue expliquer à des enfants que la méthodologie scientifique actuelle en sciences du vivant ne vaut rien et que la recherche fondamentale est une sorte de curiosité gratuite, malsaine et cruelle. Bon, de mon point de vue, ça n'a plus grand-chose à voir avec une sensibilisation au respect et à la protection de l'animal. Ça peut être temps d'encadrer ces démarches avant qu'elles n'aient trop de conséquences pour l'intérêt des étudiants, ne fût-ce que pour la biologie en tant que telle. Alors ici, j'ai fait le tour, entre guillemets, de ce qui est disponible dans les médias traditionnels. Il reste en fait à s'intéresser à ce qui est sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet. Donc ce qui est accessible à toute personne qui va de manière active essayer en fait de se renseigner sur l'expérimentation animale.
avec la grande caractéristique que ces réseaux sociaux, blogs et ainsi de suite, ont une absence totale de contrôle de l'information. Donc le contenu, je dirais, est au tout venant. La première observation à faire, c'est que l'information disponible sur Internet, par principe, est déjà fortement biaisée par les moteurs de recherche qui classent les recherches en fonction du nombre de visites. Donc en 2017, j'avais fait l'expérience de taper expérimentation animale dans Google. Là, c'est la capture d'écran. Évidemment, Wikipédia est en tête de liste parce que c'est le site quasiment le plus fréquenté au monde. Mais en deuxième position, vous avez Gaïa, PETA France, Antidote Europe, donc systématiquement des associations qui militent contre l'expérimentation animale. Donc l'information, pour quelqu'un qui s'arrêterait aux premiers éléments de recherche, ce qui est le cas de la majorité des gens, est déjà fortement biaisé. Alors le contenu de ces sites, on ne peut pas évidemment tous les passer en revue, mais je vais essayer de faire un petit survol rapide. Le premier point, en fait, c'est l'amalgame systématique expérimentation animale ou vivisection. On la retrouve quasiment sur tous les sites. Et alors le justificatif en tant que tel de l'expérimentation animale, donc ici j'ai simplement agrandi le texte là, ces expériences sont utilisées pour des produits cosmétiques, des produits d'hygiène, des produits ménagers, la médecine, des armes nucléaires ou bactériologiques, j'invente pas, on le retrouve souvent, ou les peintures, les encres, les pesticides, les tabacs. Donc en gros, globalement, la plupart des études de toxicologie. Donc on peut refaire une petite mise au point. Donc je rappelle la définition d'une vivisection. Donc c'est une dissection, le fait de couper, opérer sur un animal vertébré vivant. Donc très peu d'expérimentation animale, en fait, implique une dissection. Je pratique l'expérimentation animale depuis, je crois, plus de 25 ans. Je n'ai jamais réalisé une vivisection de ma vie. Et donc quand une vivisection est réalisée, de toute façon, comme chez l'humain, elle est réalisée sous anesthésie. L'expérimentation animale ne se réduit absolument pas à des tests de toxicologie. Donc si on prend les chiffres de 2016, 53% des animaux utilisés en expérimentation animale le sont en recherche dite fondamentale. Et dans ces 53%, on a à peu près 20% en cancérologie, 20% sur les pathologies du système nerveux, 17% sur le système immunitaire. 19% des animaux sont utilisés en recherche translationnelle et appliquée. Donc là, c'est vraiment le développement de thérapies en tant que telles, avec à peu près les mêmes pourcentages pour la cancérologie, les pathologies nerveuses, du système immunitaire. Et enfin, 24% sont utilisés en ce qu'on appelle les expériences réglementaires, donc les contrôles de qualité et les tests toxicologiques. Donc 4% de 24%, ça nous fait en fait 1% d'animaux qui sont réellement utilisés en tests toxicologiques, alors que la toxicologie est ce qui est mis au premier plan, entre guillemets, sur la majorité des sites. Alors enfin, il faut rappeler que l'utilisation d'animaux pour tester des cosmétiques est interdite en Europe depuis 2013, alors qu'on retrouve systématiquement cette affirmation sur quasiment tous les sites. Donc on fait toujours de l'expérimentation pour tester des cosmétiques dans de nombreux pays dans le monde, mais à l'heure actuelle, plus en Europe, qui a également interdit l'importation de substances testées sur les animaux. Alors les animaux présentés sur ces sites sont systématiquement en souffrance extrême, et dans la majorité des cas, ce sont des animaux de compagnie ou des primates. Alors de nouveau, dans les faits, si on prend les chiffres, Belgique 2016, on a eu à peu près 535 000 animaux utilisés. On a 89% qui sont des souris, des rats, des lapins, des poissons, avec une très forte dominance des souris, qui représente, je crois, 62% du total. Seulement, entre guillemets, 0,32% qui sont des chats, des chiens ou des primates. Primates, c'est par exemple 0,01%, alors qu'on a, je dirais, une photo de singe quasiment sur tous les sites anti-expérimentation animale. Enfin, concernant la sévérité, le niveau de douleur, toujours chiffre de 2016, 55% des expérimentations sont qualifiées de douleurs légères. Qu'est-ce que c'est une douleur légère? Action provoquant un peu de douleur, telle que injection, échantillonnage de sang. Donc c'est le même niveau en fait, de douleur qu'expérimente un animal lors d'une visite chez le vétérinaire, où on a injection d'un vaccin, prélèvement de sang pour des tests. Donc plus de la moitié de l'expérimentation animale est de niveau d'expérimentation douleur légère. 22% modéré et entre guillemets seulement 18% qui peut être qualifié réellement de sévère. Alors malgré cette couverture médiatique qui est quand même, il faut l'avouer, très défavorable, l'acceptation de l'expérimentation animale reste majoritaire dans la population. Donc si on se
fie aux sondages Ipsos qui ont été réalisés à 5 reprises, je crois, en Angleterre, et des sondages réalisés en France, on a en moyenne entre 65, 70, 75% de la population qui accepte l'expérimentation animale. Les chiffres varient en fait en fonction des questions. C'est bizarre, mais les gens acceptent l'expérimentation animale parfois beaucoup plus facilement pour du cancer, pour du HIV. En fonction de la pathologie, ce pourcentage change de manière assez significative, mais il est toujours systématiquement au-dessus de 50%. Mais, point très important, cette acceptation de l'expérimentation animale est toujours soumise à 2 conditions. Qu'elle contribue à l'amélioration de la santé humaine et qu'aucune autre alternative n'existe. Ces 2 conditions sont vraiment critiques si on veut en fait comprendre la manière dont actuellement les associations contre l'expérimentation animale communiquent et la manière dont elles argumentent leur discours. Donc ces 2 conditions vont maintenant être les cibles prioritaires des opposants à l'expérimentation animale. Mais en fait, si on regarde l'historique de leur communication, et avec Internet c'est assez facile de le faire, on voit un shift assez important qui s'est opéré ces 10-15 dernières années. Donc d'une communication qui était essentiellement basée sur l'émotion, donc présenter l'expérimentation animale comme cruelle, on est passé à la création d'une polémique scientifique. Donc maintenant, on présente principalement l'expérimentation animale toujours comme cruelle, mais surtout comme inutile et obsolète. Alors pour pouvoir critiquer au niveau scientifique, il faut évidemment se présenter comme scientifique. Et donc ça explique qu'à l'heure actuelle, pratiquement toutes les associations contre l'expérimentation animale se présentent systématiquement comme des comités scientifiques. Donc j'ai pris des exemples français. Pro-Anima, qui sommes-nous? Pro-Anima est avant tout un comité scientifique, je cite, c'est eux qui le disent. Antidote Europe se présente comme luttant contre l'expérimentation animale pour des raisons strictement scientifiques. Et donc si on consulte ces sites, qui sont assez bien construits, entre guillemets, bien présentés, on va généralement retrouver une déconstruction de la plupart des arguments qui sont utilisés par les scientifiques pour promouvoir l'expérimentation animale. Donc j'ai pris Antidote Europe parce qu'ils ont une structure, je dirais, assez simple à suivre. Donc par exemple, 10 mensonges sur l'expérimentation animale, on va en reprendre 2 ici, des affirmations qui reviennent généralement de la part des scientifiques. L'expérimentation animale a permis de faire de nombreuses découvertes et sans elle, nous ne trouverions plus de nouvelles thérapies. Faux pour Antidote Europe. L'expérimentation animale permet d'augmenter nos connaissances. Faux pour Antidote Europe. Donc si on résume l'ensemble des affirmations, des grands arguments présents sur ces sites, j'ai essayé de le faire de bonne foi, on retrouve à peu près ces 4 affirmations systématiquement. Donc l'expérimentation animale n'a jamais permis de faire progresser les connaissances en santé humaine. Elle ne permet d'apprendre que sur l'animal, ce qui n'a aucun intérêt pour l'humain. Elle peut toujours être remplacée par des méthodes alternatives et elle n'est réglementée que par les scientifiques eux-mêmes. Alors évidemment, si on accepte ces 4 affirmations, les scientifiques sont forcément au mieux des incompétents parce qu'ils utilisent des techniques obsolètes qui ne mènent à rien, au pire malfaisants. Parce qu'ils sauraient pertinemment bien que leurs techniques sont obsolètes, mais pour une raison mystérieuse, ils continueraient systématiquement, de manière malfaisante, à utiliser ces techniques. Donc je vais essayer de déconstruire, je dirais, de reprendre ces différentes affirmations et de les remettre dans leur contexte. Donc, première affirmation, l'expérimentation animale n'a jamais permis de faire progresser les connaissances en santé humaine. Donc il faut savoir que l'expérimentation animale est utilisée en fait dans différents domaines pour poser différents types de questions. La plupart des associations, elles font un amalgame, mettent en fait tout au même niveau. Je vais essayer ici de cibler, entre guillemets, différents points d'application. Donc le premier, c'est la découverte des mécanismes fondamentaux du vivant. Donc il faut savoir que de nombreux mécanismes moléculaires et cellulaires existent quasiment à l'identique chez l'homme et l'animal. Donc par exemple, les voies métaboliques, si vous avez des souvenirs du cycle de Krebs et autres, sont extrêmement bien conservées, même au niveau des bactéries. La division cellulaire, les mécanismes de la méiose sont très conservés chez pratiquement tous les organismes eucaryotes. Donc, globalement, quand on s'intéresse à ces sujets, les modèles expérimentaux animaux sont généralement très pertinents. Alors, 80% des gènes de l'homme disposent de ce qu'on appelle un orthologue chez la souris, qui est le modèle généralement de référence pour la plupart des études à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce que c'est un orthologue? C'est non seulement un gène qui est homologue, qui est très semblable, mais qui en plus a un ancêtre commun, clairement identifiable. Donc, en pratique, si vous identifiez la fonction d'un gène chez la souris, vous avez à peu près 80% de chances que la fonction de ce gène soit bien la même, entre guillemets, chez l'humain.
Je vais prendre un exemple de l'intérêt de ce type d'approche. Par exemple, la découverte chez la drosophile, qui est un insecte, une mouche. On a découvert en 1996 des récepteurs, une famille de récepteurs, la famille Toll, qui est impliquée dans la détection de ce qu'on appelle la signature moléculaire des agents pathogènes. Donc, cette famille a été découverte chez la drosophile et on a retrouvé cette famille de gènes chez la souris, on l'a retrouvée chez l'humain, et globalement, les fonctions étaient largement conservées. Donc, cette découverte-là a notamment permis de développer toute une série de nouveaux adjuvants vaccinaux, beaucoup moins toxiques et plus efficaces. Alors, la deuxième grande raison, et là on va s'y attarder, d'utiliser l'expérimentation animale en santé humaine, c'est le développement de ce qu'on appelle des modèles de pathologie humaine. Donc, il y a de très très nombreux exemples historiques. Donc, je peux par exemple citer le lien entre microbes et infections, a été démontré clairement chez l'animal dans les expériences de Koch et Pasteur. Donc, ça a mené par exemple au développement des techniques de stérilisation au milieu hospitalier, la pasteurisation des aliments, donc toutes techniques qui clairement ont eu un impact énorme, je dirais, en termes de santé publique. Alors, la majorité des vaccins humains et animaux ont été développés sur base d'expériences réalisées chez l'animal. C'est toujours vrai aujourd'hui. Le développement des techniques pour prévenir le rejet de greffe, le traitement du diabète par l'insuline, la détection et le traitement des cancers, de manière très majoritaire, ont été développés chez l'animal. Alors, la majorité, en fait, à l'heure actuelle, des modèles expérimentaux pour les pathologies humaines sont utilisés chez la souris. Alors, on parlera d'autres modèles, mais je vais ici présenter un petit peu le pourquoi de l'usage de la souris. Donc, la plupart des associations contre l'expérimentation animale parlent de manque d'empathie. Donc, les scientifiques auraient choisi un animal pour lequel le public n'a pas d'empathie. Ça, on peut, entre guillemets, le torturer à loisir sans que le public ne réagisse parce qu'il s'agit de souris. Bon, en fait, c'est absolument rien à voir. L'intérêt principalement de la souris en expérimentation, c'est que c'est un animal qui se reproduit rapidement, qui est mature très vite, en 6 semaines. On peut en conserver un grand nombre dans un espace réduit pour un coût raisonnable, et c'est un mammifère omnivore. Donc, il y a le même type d'alimentation, son système immunitaire se développe plus ou moins de la même manière que l'humain. Donc c'est un modèle qui est relativement proche de l'humain, comme on l'a vu au niveau génétique, mais surtout qui présente toute une série de caractéristiques qui fait qu'on peut, je dirais, en manipuler un assez grand nombre sur un laps de temps court. Donc, on peut par exemple conserver, j'ai 2 pièces d'animalerie dans lesquelles chacune je conserve pratiquement 1000 souris. Il ne faut pas un travail excessif pour conserver ces animaux. Une seule personne, je dirais, pourrait faire le travail facilement. Essayez d'imaginer ce que ça donnerait de conserver, par exemple, 1000 singes. Il faudrait un bâtiment, entre guillemets, entier, et un personnel que je ne peux même pas imaginer, sans parler du coût en question. Donc l'usage de la souris s'est principalement popularisé pour des questions de vitesse d'expérimentation. On peut voir plusieurs générations de souris sur une même année. Si on travaillait avec des singes, il faudrait plusieurs vies de chercheurs, je dirais, pour mener ce type d'expérience. Et surtout, on a une réduction des coûts qui est quand même considérable. Donc à l'heure actuelle, on dispose à peu près de 5000 modèles de souris, donc d'animaux qui ont été génétiquement modifiés, ce qui permet en fait de disposer de modèles de souris pertinents dans le cas de 1387 maladies humaines. Donc, évidemment, j'ai pris ici un modèle qui est particulièrement bien visible, les souris OB, qui sont ce qu'on appelle les souris obèses, déficientes pour la production de leptines, qui sont par exemple un modèle pour l'étude du diabète de type 2. Alors, comme je le disais, la souris est proche, entre guillemets, de l'homme, dans le sens où il y a clairement plus de choses qui rapprochent la souris de l'homme que de choses qui l'en éloignent. Donc, par exemple, 80% des gènes sont orthologues, mais on a également 90% du génome de la souris et de l'homme codivisé en ce qu'on appelle des régions de synthénie conservées. C'est un mot un peu barbare, mais il représente simplement le fait que l'agencement des gènes sur un chromosome ici se retrouve en fait exactement de la même manière. Par exemple, si c'est un chromosome humain, on va retrouver exactement le même arrangement de gènes chez la souris, mais comme vous pouvez le remarquer ici, si on a un chromosome humain ici avec ces gènes, les différents fragments se retrouveront en fait sur différents chromosomes de souris. Donc, par exemple, si on compare l'ensemble des gènes des chromosomes humains par rapport aux chromosomes de souris, ces gènes en fait sont distribués sur toute une série de fragments différents. Donc, même s'il y a beaucoup d'homologie, beaucoup de gènes et d'organisations de gènes qui sont plus ou moins identiques, l'organisation quand même globale des gènes est clairement différente. Et si on a 80% de gènes orthologues, on en a quand même 20% de gènes
humains qui ne sont pas présents chez la souris. Donc c'est un modèle qui a quand même clairement ses limites. Et donc ces limites expliquent notamment le fait que si on regarde l'efficacité des thérapies développées chez la souris, on n'a pas en fait une efficacité exceptionnelle. On a 10% en fait des traitements développés chez la souris qui sont au final acceptés, applicables à l'humain. 90% ne sont pas approuvés. Alors évidemment, ce type de résultat amène les opposants à l'expérimentation animale à considérer, je dirais, cette démarche comme mauvaise, peu rentable, ainsi de suite. Bon, en fait, c'est le problème du verre à moitié plein, à moitié vide. Oui, c'est une stratégie qui a une rentabilité de 10%, mais il faut quand même prendre en considération que toutes les thérapies développées, en tout cas la grande majorité, ont été obtenues par cette stratégie. Donc l'expérimentation animale n'équivaut pas, je dirais, à une usine de montage de voitures chez Citroën, on est tout à fait d'accord avec ça, mais je dirais c'est quand même par là, je dirais, que l'innovation passe. Et il faut également aussi prendre en considération que, suivant l'adage, on apprend de ses erreurs, et donc l'échec d'un traitement, ça peut aussi avoir une valeur informative importante. Donc, je vais prendre ici un exemple de développement récent, d'une découverte qui a été translatée chez l'humain. Après, je céderai la parole à Alban. Donc, par exemple, dans le domaine de l'asthme. Donc, l'asthme n'est pas du tout une pathologie bénigne. On a 383 000 décès dus à l'asthme dans le monde en 2015, d'après les chiffres de l'OMS, et 235 millions de personnes en souffrent actuellement. Donc c'est une pathologie immunologique qui est très complexe. Notamment, on a ce qu'on appelle une hyperréactivité à certains antigènes environnementaux, donc ce qu'on appelle traditionnellement les allergènes. Donc le système immunitaire va réagir très violemment à la présence de ces allergènes. Et dans cette réaction très complexe qui implique énormément de types cellulaires, on va avoir le développement de ce qu'on appelle une hyperplasie musculaire, donc une augmentation ici de la taille des muscles autour des voies respiratoires. On va également avoir une fibrose, moins d'élasticité et une sécrétion accrue de mucus. Donc globalement, ça va se traduire par une réduction du diamètre des voies respiratoires et la fameuse sensation d'étouffement qui caractérise les réactions asthmatiques. Alors en 1996, par exemple, je montre ici que les articles vraiment pionniers, on a découvert le rôle d'une cytokine, ce qu'on appelle une hormone à action locale, l'interleukine 5, dans l'hyperréactivité bronchique. Donc l'hyperréactivité étant la réaction à un allergène, cette réduction des voies respiratoires. Donc, comment est-ce qu'on a identifié ce rôle de l'interleukine 5 dans l'hyperréactivité bronchique? Pour deux principales raisons. La première étant qu'on a développé des modèles d'asthme chez la souris. Donc on a pu utiliser des allergènes humains, les acclimater entre guillemets au modèle expérimental souris. Et surtout, on a développé des modèles de souris qui sont génétiquement déficientes pour cette molécule, l'interleukine 5. Donc en gros, on a invalidé le gène de l'interleukine 5 chez ces animaux. Et donc on a pu comparer les réactions à un allergène chez les souris qui sont dites contrôle, donc qui disposent de ce gène de l'interleukine 5, et donc qui en réponse à un allergène vont développer une constriction de leur voie respiratoire, ici. Et on constate que chez les animaux qui ne disposent pas de ce gène de l'interleukine 5, on a en fait une absence de constriction, une absence de réponse de type asthmatique. Donc cette découverte a mené à toute une série de confirmations d'expériences, au développement d'un médicament, le népolizumab, qui en fait interagit avec le récepteur de l'interleukine 5, qui l'inactive. Et en 2017, on a les premières études cliniques, en fait, en tout cas les premières études qui valident ce principe et qui montrent que toute une série de paramètres de la réaction asthmatique sont réduites en présence de cette molécule. Alors, premier point, pratiquement 20 ans entre une découverte et son application clinique, c'est à peu près la norme. Deuxième point qui est très très important, certaines personnes essayent systématiquement de quantifier le nombre d'articles qui donneraient naissance à une innovation technologique. En fait, j'ai utilisé ici quasiment la même approche qu'eux, c'est-à-dire prendre un article pionnier et lier ça à une innovation. En fait, c'est une présentation qui est tout à fait fausse. Je présente deux articles pionniers. Si on fait par exemple une recherche ici sur PubMed, qui est la banque de données générales en médecine et biologie, souris et asthme, vous avez à peu près 10 000 articles scientifiques qui ont été publiés à ce jour. Donc, ce type de recherche, en fait, ce type d'innovation résulte en fait de l'interaction de toute une série de recherches qui ont impliqué notamment la validation de ce concept du rôle de l'interleukine 5 dans différents modèles asthmatiques, dans différents modèles de souris.
Et donc c'est la confluence de toutes ces observations qui font qu'on arrive en fait au développement d'une nouvelle thérapie en tant que telle. Bon, je vais citer ici la parole à Alban. Alors moi je vais vous présenter, donc Eric m'a demandé de faire des présentations des expériences en neurosciences. Alors pour essayer de montrer que même notre cerveau humain, qui est soi-disant l'aboutissement de la création, est possible d'être modélisé dans des organismes aussi simples que la souris. Alors, première chose, je veux montrer aussi que les modèles animaux permettent à la fois de traiter des problèmes neurologiques. Alors ça, on peut se dire que c'est relativement... Et je prendrai les exemples de la maladie de Parkinson chez les singes. Ce sont des choses qui sont... On pourrait dire que c'est normal qu'un muscle fonctionne de la même façon, mais je vais aussi vous montrer que les maladies neuropsychiatriques, donc des maladies dites de l'esprit, eh bien, il est possible de également les modéliser. Et donc, bien évidemment qu'une souris ne peut pas récapituler l'ensemble des maladies neuropsychiatriques ou l'ensemble des symptômes des maladies neuropsychiatriques. Par contre, ce qu'une souris peut faire, c'est que certains types de comportements de la souris peuvent être induits ou modulés, y compris des comportements qui ont un sens pour évaluer l'anxiété, la peur, la dépression, la toxicomanie, la schizophrénie, également des troubles de l'attention et l'hyperactivité. Donc des symptômes qui sont purement neuropsychiatriques, qui pourront dire sont le propre de l'homme, l'être culturel que nous sommes, eh bien il est possible de moduler ça également chez la souris. Alors quel est l'avantage des modèles animaux? C'est qu'on va pouvoir aller sur différents niveaux de complexité. On va pouvoir commencer par le gène. Alors là vous me direz, bon, par des méthodes qu'on fait chez l'homme, on peut faire des analyses génétiques chez l'homme. Des patients qui par exemple souffrent de dépendance à la drogue, on peut montrer qu'il y en a un certain nombre de mutations dans un récepteur qui s'appelle le récepteur D2 à la dopamine. Ça, on peut faire chez l'homme aussi. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire chez l'homme, c'est commencer à comprendre les mécanismes qui sont derrière ces dépendances aux drogues en commençant à modifier ceci et en générant, ce que Eric l'a dit tout à l'heure, le grand avantage de la souris aussi, c'est qu'on peut générer assez facilement des animaux transgéniques où on peut inactiver un gène, on peut exprimer un mutant, on fait ce genre de choses. Okay. Alors ça c'est le premier niveau du gène. Et puis on peut passer à l'étape suivante, c'est voir quel est le rôle de ce gène dans une cellule. Moi le qui va m'intéresser ici c'est le neurone, qui est donc une cellule excitable, et donc je vais pouvoir évaluer dans ma cellule par des méthodes de type électrophysiologique, parce que c'est une cellule excitable, voir si l'électrophysiologie, donc la fonction de la cellule change. Je vais pouvoir voir si la structure de mon neurone change en fonction de la maladie, ce genre de choses. Étape suivante, un neurone ça fait partie d'un circuit. L'exemple que je vous donne ici, c'est le circuit de la récompense. Eh bien, c'est plusieurs régions dans le cerveau qui amènent à un comportement de type récompense, et on va pouvoir essayer de comprendre le rôle de certains neurones dans certaines régions pour mettre en place l'ensemble de ceci. Par des techniques toujours d'électrophysiologie, de microscopie, et je vous parlerai d'optogénétique, qui a la capacité de pouvoir modifier spécifiquement un neurone, son activité, pour voir quelles en sont les conséquences. Et les conséquences qui m'intéressent ici, c'est quid du comportement. Et donc là, je vais pouvoir voir à l'échelle d'un organisme entier, à partir du gène, en passant par toutes ces étapes, voir qu'est-ce que le comportement, en quoi il va être changé, et en quoi il peut être une indication ou une compréhension d'une maladie comme ceci. On va pouvoir coupler ces comportements avec des enregistrements électrophysiologiques, de l'optogénétique, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, ou même carrément faire de l'imagerie calcique sur une souris qui est en train de bouger, de voir des neurones qui réagissent en temps réel dans un certain type de comportement pour comprendre la finesse de celui-ci. Alors voilà des exemples de comportements assez rapidement. Donc ceci est ce qu'on appelle un open field, une souris qu'on laisse visiter une arène. Et bien, ça va me permettre d'évaluer son activité locomotrice, jusque-là c'est pas très compliqué, la reconnaissance d'objets, donc des tests de mémoire, les interactions sociales, par exemple dans des modèles d'autisme, est-ce que les interactions sociales vont être diminuées. On va pouvoir aussi évaluer l'anxiété, ça ce qu'on appelle un labyrinthe en croix élevée, et vous avez ici un bras fermé et un bras ouvert. Une souris peu anxieuse va passer plus facilement du temps sur le bras ouvert où elle risque de tomber. Ici des exemples de modèles pour évaluer la dépression ou la désespérance. Ceci s'appelle le test de la nage forcée, où la souris doit nager dans un Erlenmeyer dont elle n'est pas capable de s'échapper. Et en fait, le temps où elle va essayer de nager montre son degré de combativité et son absence de désespérance, et puis à un moment, elle fait la planche. Okay.
Alors, autre exemple qui peut être évalué, c'est l'anédonie aussi dans la dépression. 2 biberons, 1 avec de l'eau sucrée, de l'eau normale. Le sucre est une récompense primaire pour tous les mammifères que nous sommes, et donc une souris non déprimée va consommer plus de l'eau sucrée, alors qu'une souris déprimée, enfin, je mets les guillemets qui s'imposent bien sûr, va en consommer pas plus. Ici, des tests d'évaluation de dépendance aux drogues, ce qu'on appelle des tests de préférence de place, où dans une de ces 2 boîtes, on va conditionner la souris à la drogue, dans l'autre, on va faire un conditionnement à une solution saline, et on regarde si la souris sans drogue va passer plus de temps dans le compartiment associé à la drogue pour voir dans quelle mesure on a modifié sa préférence ou sa dépendance. Dernier exemple, ce sont les comportements opérants qui sont, je dirais, les plus complexes. Où une souris, un comportement opérant, c'est un comportement dirigé vers un but, ce que vous utilisez absolument tous les jours pour améliorer, quand vous avez appris à écrire, c'est comme ça que vous avez fini par écrire plus ou moins correctement. Et bien ici, on apprend à la souris à faire une séquence de comportements, pousser sur un levier pour obtenir finalement une récompense, et on peut évaluer par exemple la tension, on peut évaluer l'impulsivité, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui fait l'intérêt? Quand est-ce qu'un modèle animal peut être considéré comme intéressant? Il faut pour ça avoir d'abord une validité conceptuelle. C'est-à-dire qu'il faut que le modèle animal reproduise une mutation, un changement, une modification, qui est ce qu'on trouve chez le patient qui souffre de son trouble. Je prends l'exemple de la dépendance aux drogues parce que je vais donner un exemple plus loin. La modification du récepteur D2 à la dopamine amène à un plus grand risque de dépendance aux drogues. Donc je commence par faire ça. Deuxième validité, ce qu'on appelle le face validity en anglais, c'est est-ce que quand je fais cette modification chez l'animal, j'ai les mêmes conséquences comportementales, donc l'exemple de la mutation chez l'homme de risque de dépendance aux drogues, est-ce que ma souris va effectivement consommer plus de drogue? Et la dernière validité importante, c'est la validité prédictive. Est-ce qu'une molécule qui agit soit chez l'homme, soit chez la souris, peut être transposable dans l'autre modèle? Okay. Et je vais faire 2 exemples. Je vais commencer par entre guillemets, le plus provocateur, montrer qu'une maladie neuropsychiatrique, en l'occurrence la dépendance aux drogues, eh bien, pour soigner la dépendance au tabac, la molécule qui marche le mieux a été entièrement mise au point chez la souris. La dépendance aux drogues, c'est quoi? C'est dans une région de votre cerveau qui s'appelle le mésencéphale, il y a une population de neurones qui s'appelle les neurones dopaminergiques. Toutes les drogues ont pour effet, de façon différente, d'augmenter la libération de dopamine dans une autre région du cerveau qui s'appelle le striatum ventral, le nucleus accumbens. Et cette dépendance et cette augmentation de concentration dans cette région amène à une modification de la plasticité synaptique dans cette région, qui ensuite va altérer les fonctions du circuit pour amener, dans un certain nombre de cas, à la dépendance aux drogues qui devient une consommation pathologique de drogue. Et je prends l'exemple de la dépendance au tabac. Ça concerne 7 millions de morts chaque année, 1400 milliards de dollars annuels et 1,8 point de PIB mondial. C'est un problème de santé publique absolument majeur. Et qu'est-ce qui provoque cette dépendance? C'est qu'en fait, dans ces neurones dopaminergiques, il y a un récepteur nicotinique qui est un canal pentamérique qui est composé de 5 sous-unités que vous avez ici. Vous avez une coupe transversale et une vue du haut de ce récepteur, et qui est composé par 5 sous-unités qui sont potentiellement, il y a 7 sous-unités alpha, 3 unités bêta, et on a des combinatoires qui changent. Okay. Et bien en 1998, à l'Institut Pasteur, le groupe de Jean-Pierre Changeux montre qu'en chez une souris, si on inactive la sous-unité bêta-2 de ces récepteurs nicotiniques, donc on fait des souris qui font des récepteurs nicotiniques, mais sans sous-unité bêta-2, eh bien dans ce cas, quand on donne de la nicotine, absence totale de libération de dopamine. Plus fort que ça, d'un point de vue comportemental, les souris sans ce récepteur arrêtent de s'auto-administrer de la drogue. Okay. Donc on peut dire que la sous-unité bêta-2 est potentiellement la sous-unité qui est responsable de la dépendance au tabac. Il va falloir attendre 7 ans pour qu'un groupe de chez Pfizer essaie de trouver un antagoniste contre ces récepteurs qui contiennent la sous-unité bêta-2, et il s'inspire du fait qu'il était connu qu'une autre molécule qui s'appelle la cytisine avait un effet antagoniste sur ce récepteur. Le problème, c'est qu'il y avait des effets secondaires au niveau de la douleur, ce genre de choses, et en s'inspirant de la structure de cette molécule, il découvre la varenicline qui ressemble assez fortement à la cytisine.
Il montre, voici le souris contrôle, au moment où vous lui injectez de la nicotine, vous voyez que vous augmentez par 2 la libération de dopamine, mais si à cette souris, vous faites une injection préalable de cette molécule, vous voyez qu'au moment où vous injectez de la nicotine, il n'y a pas de libération de dopamine. Okay. Donc on a un effet sur une diminution de cette libération de dopamine. Alors il a fallu évidemment, parce que comme l'a expliqué Eric, les souris sont semblables à 80%, donc il a fallu montrer qu'effectivement le métabolisme de cette molécule chez la souris était la même chez le rat, chez le singe et chez l'homme. Vous voyez que la dégradation de cette molécule est assez semblable, même si on voit que à 400, la biodisponibilité de cette molécule est beaucoup plus haute chez le rongeur que chez l'homme, on est 100 fois moins chez l'homme. Ça n'a pas empêché de faire les premières études cliniques, et donc là on est en 2006 sur 350 patients, et on voit que les patients dépendants au tabac, s'ils sont traités avec de la varenicline, ont une augmentation de 3 fois de ne pas retomber dans la dépendance. Il a fallu faire une méta-analyse pour évidemment étendre la découverte et montrer il y a 2 ans que sur des groupes beaucoup plus étendus, que ce soit chez l'homme ou la femme, le fait de prendre de la varenicline augmentait par 3 les chances de ne pas continuer à prendre du tabac, et c'est la molécule actuellement la plus efficace sur le traitement de la dépendance au tabac. Alors je vais maintenant parler du singe, parce que le singe c'est un problème éthique potentiellement plus aigu et qu'on comprend parce qu'il est beaucoup plus semblable à nous d'un point de vue évolutif. Ses capacités cognitives sont beaucoup plus élevées, son métabolisme nous ressemble aussi beaucoup plus, et je vais ici vous montrer un exemple d'une découverte du traitement de la maladie de Parkinson. Alors juste pour donner des chiffres, donc aux États-Unis par exemple, l'expérimentation animale sur le singe c'est 0,5%, et je rappelle les chiffres d'Éric de tout à l'heure. En Belgique, sur les 535 000 animaux utilisés en Belgique, seul 1 pour 10 000 est un singe. Okay. Alors ici j'ai un film auto-explicatif. C'est un patient qui souffre de la maladie de Parkinson. Donc il va vous montrer que là, actuellement, il a une stimulation profonde d'une région de son cerveau, donc c'est ça que veut dire deep brain stimulation. Vous voyez qu'il est tout à fait capable de faire des gestes fins, donc ça c'est typiquement des examens neurologiques. Vous allez voir qu'il est capable de faire des gestes fins de chaque doigt sur le pouce. D'accord ? Donc le fait que quand il tend les bras, il ne tremble pas du tout. Et puis il va prendre son petit appareil ici qui montre que son stimulateur est sur on. D'accord ? Et il va l'arrêter. Voilà. Il arrête son stimulateur. Et vous voyez que pratiquement instantanément, les tremblements commencent. Okay. Vous allez voir que ça va s'aggraver de plus en plus. Vous voyez qu'il n'est plus du tout capable de maintenir ses bras normalement. Vous allez voir qu'il va commencer à souffrir de rigidité, son visage va se pencher vers la gauche. Il commence à vous dire que ça devient franchement désagréable comme sentiment. Même sa parole commence à devenir fortement entravée. Donc maintenant il va réussir à mobiliser toute sa volonté pour récupérer le petit appareil. Il va réenclencher la stimulation profonde. Je pense que le commentaire est auto-explicatif sur le fait de l'aspect totalement concluant de cette expérience. Moi, je vais vous expliquer comment ça a été possible. Alors, voilà le dispositif. Donc, c'est une implantation au niveau de la poitrine de ce générateur d'impulsion, puis un fil électrique qui vient connecter l'électrode qui vient profondément dans cette région-ci du cerveau. Je vais en parler dans une seconde. Et pour ces découvertes de stimulation profonde, M. Delong et M. Benabi ont gagné le prix Lasker. Alors, la maladie de Parkinson, c'est une perte des neurones dopaminergiques de la substance. Okay. C'est ça qui provoque la maladie de Parkinson. Et ce qu'on vient stimuler, c'est le noyau sous-thalamique qui fait partie d'un ensemble de noyaux qu'on appelle les noyaux de la base. Et comment est-ce qu'on a trouvé le fait que ces noyaux, parce qu'avant on pensait que la locomotion c'était juste le cortex moteur qui envoyait un autre qui commandait votre neurone pour finir par terminer de contracter vos muscles. Et M. Delong, déjà dans les années 70,
trouve, faisant de la recherche purement fondamentale chez le singe, qu'en fait, il y a une population de neurones quand un singe fait ce que montre ceci, c'est un mouvement de va-et-vient, que des neurones dans le globus pallidus, qui est un de ces noyaux de la base, systématiquement les neurones déchargent juste au moment où on prépare le mouvement et au moment où le mouvement se fait, montrant qu'il y a une autre région du cerveau qui est impliquée dans le mouvement et pas uniquement le cortex moteur. Il va falloir attendre, et cette fois-ci c'est je dirais une vraie découverte de hasard dans les années 80, où en Californie la recherche de drogue était assez compulsive, et donc les gens se préparaient de l'héroïne de synthèse qu'on appelle le MPPP, qui s'appelle de la mépéridine, et qu'on constate que pas mal des gens qui s'injectaient cette drogue de synthèse souffraient assez rapidement de maladie de Parkinson. Ils avaient des troubles de maladie de Parkinson. Comme c'était malheureusement des dépendants de drogue, il y en a plus d'un qui est mort d'overdose, on a pu récupérer leur cerveau et montrer qu'effectivement, après injection de cette drogue, il y avait une perte de tous les neurones de cholinergie. Et ce n'était pas en fait la drogue de synthèse qui était responsable de ça, mais un résidu de synthèse qui s'appelle le MPTP, qui provoquait cette mort sélective des neurones de cholinergie. Il n'a pas fallu attendre 6 mois pour que des gens se disent on va tester ça chez le singe, pour provoquer des lésions pour avoir des modèles de Parkinson. Pour la petite histoire, le MPTP ne fonctionne pas chez les rongeurs. On mine parfaitement la maladie par cette lésion. Et là, il va falloir de nouveau attendre 7 ans pour que, de nouveau dans le laboratoire de M. Delhomme, je vais devoir faire un tout petit peu de neurosciences pour que vous puissiez me suivre. Donc la substance noire qui contient les neurones dopaminergiques envoie dans un noyau de la base qui s'appelle le glutamine, vous pouvez l'oublier, et active 2 voies parallèles. Quand la dopamine n'est plus là, il y a une voie, la voie inhibitrice, qui devient suractivée et la voie activatrice qui devient sous-activée, raison pour laquelle le parkinsonien est quelqu'un qui ne sait pas avancer. Okay. Eh bien, l'idée de Long était de se dire, et de Agaï Berkman, était de se dire, eh bien, on va détruire un des relais pour éviter que cette suractivation de cette inhibition soit diminuée. Ni une ni deux, sur 2 singes. Ça, c'est un singe MPTP, donc vous voyez qu'il se déplace très peu et qu'il se tremble beaucoup. Eh bien, la lésion de ce noyau augmente de nouveau son mouvement et baisse ses tremblements. Donc, c'est le ciblage de cette région, montrant que cette région peut, je dirais, lever les symptômes. 2 ans plus tard, parce que la lésion d'un noyau, ce n'est pas une solution thérapeutique extrêmement souhaitable, 2 ans plus tard, à Bordeaux, cette fois-ci, dans le laboratoire de Biolac, ils implantent des électrodes dans ce noyau sous-thalamique et font des stimulations à haute fréquence. Et vous pouvez voir que chez le singe traité, donc qui n'a plus de neurones dopaminergiques, sous stimulation profonde, on rétablit par rapport à un singe normal une locomotion totalement normale. Alors, c'est là que M. Benamou va intervenir assez rapidement plus tard, en l'occurrence 3 ans plus tard. Il fait une implantation de ces électrodes profondes chez 3 patients, c'est des neurochirurgiens à Grenoble. Il fait ces implantations d'électrodes et il montre que quand on allume les électrodes des 2 côtés, dans les 2 noyaux sous-thalamiques, on diminue fortement les symptômes de maladie de Parkinson. On n'est que sur 3 patients. 3 ans plus tard, il augmente son groupe, c'est la raison pour laquelle il passe dans New England Journal of Medicine, et il montre que sur tous ces patients, il a amélioré systématiquement ces symptômes. Alors si j'avais eu plus de temps, j'aurais été obligé de vous montrer que toute l'histoire de ces stimulations profondes, en fait, commence déjà fin du 19e siècle, qui a montré les premières stimulations électriques sur le cortex pour montrer que ça activait les neurones. Donc ça, c'est pour reprendre ce que Eric a expliqué, que quand les associations disent il n'y a presque rien qui débouche sur des découvertes, c'est parce qu'on tient compte que du dernier papier, mais tous les autres, les précédents, ont rendu ces découvertes possibles. Alors, je reviens à la souris toujours dans ce contexte de Parkinson pour vous montrer une découverte qui, chez la souris, cette fois-ci, qui s'appelle l'optogénétique, où chez des animaux unicellulaires qui sont sensibles à la lumière, ils ont, dans la membrane plasmique, des protéines qui sont en fait sensibles à la lumière. Quand on leur envoie de la lumière bleue, des ions passent à travers la membrane. Okay. Et donc l'idée était de se dire, on va récupérer ces protéines qu'on appelle des opsines et on va les exprimer, c'est ce que va vous montrer la suite du petit film. On récupère le gène, on veut l'exprimer dans des populations de neurones spécifiques, de telle sorte que ces neurones vont exprimer ces opsines à leur surface. Et quand on envoie un flash de lumière sur ces neurones,
on fait rentrer les ions et on active ces neurones. Okay, et donc de réussir à activer en temps réel, à l'échelle d'un neurone, c'est-à-dire de la milliseconde, le fait de pouvoir l'activer. Et je vous montre ici un papier qui n'a même pas 6 mois, sur un modèle, et là on est retourné chez la souris, parce que c'était découvert chez la souris, d'une souris où on a lésé tous ces neurones dopaminergiques. Vous voyez que sa locomotion est totalement entravée, elle ne bouge pratiquement plus, parce qu'elle n'a plus de neurones dopaminergiques. Vous allez voir le laser qui va s'allumer à un moment, donc on n'est plus dans le oxythalamique, on est dans les globus pallus externes, d'une population spécifique de globus pallus externes. Vous voyez qu'au moment où on stimule ces neurones, la souris commence à refaire des mouvements fins, et si on attend encore quelques secondes, vous allez voir que la souris est tout à fait capable de se déplacer. Eh bien, on se dit, ok, c'est la souris, il faut tout un câblage, c'est super compliqué, etc. Mais la preuve de principe a été, de l'optogénétique chez le primate, a été mise au point à la KUL, chez le laboratoire de Wim van Buffel, qui a montré pour la première fois en 2012, et on était dans le cortex visuel, qu'en stimulant par optogénétique les neurones du cortex visuel, on augmentait les capacités de rapidité de développement. Et je vais vous montrer également ce film qui a l'avantage d'être extrêmement illustratif. Ici, on stimule des neurones du cortex somatosensoriel du doigt du singe, et vous allez voir, il va commencer à regarder son doigt en se disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez, il est en train de regarder son doigt, je sens quelque chose qui est uniquement lié à la stimulation en temps réel de son cortex somatosensoriel. Alors, je ne voudrais pas terminer mon exposé en faisant croire qu'il n'y a que la stimulation qui peut soigner la maladie de Parkinson. On parle beaucoup des cellules souches ou des cellules induites pluripotentes chez l'homme. Vous montrez donc que par des traitements d'expression de certains gènes dans une cellule de fibroblaste, il est possible de les transformer en neurones dopaminergiques. Ça, c'était déjà montré depuis un certain temps. Mais depuis 6 mois, dans un modèle de MPTP de singe, ils sont venus implanter ces cellules humaines transformées en neurones dopaminergiques dans la substance noire lésée des singes, et ont montré qu'on récupérait, on améliorait comme un singe contrôle les performances motrices, et que même mieux que ça, on rétablissait un fonctionnement normal dans les noyaux de la base qui amène à une motricité correcte. Alors normalement, mon exposé se serait arrêté ici il y a une semaine. Non, je ne vais pas encore préciser ceci. Ce que le singe a quand même permis de faire pour rebondir sur ce que Eric a dit. Dans les premières moitiés du 20e, le développement des antipsychotiques pour les schizophrènes, la chimiothérapie mise au point chez le singe. Dans les années 60, pour le traitement en cortisone pour diminuer la réfaction inflammatoire, les découvertes des causes de la dépression. Dans les années 70, les découvertes des mécanismes de dépendance aux opioïdes et comment les traiter. Le développement de la cyclosporine pour éviter le rejet de greffe. Dans les années 80, le premier vaccin contre l'hépatite B, les premiers modèles de singes pour modéliser le sida. Dans les années 90, la démonstration que l'AZT fonctionne pour traiter les patients. Ici aussi, le fait de trouver des mécanismes naturels de régénérescence pour Alzheimer. Et dans les années 2000, ici, le fait de pouvoir avoir des traitements plus efficaces dans des maladies psychiatriques, ou ici l'exemple d'augmenter la survie dans le cancer de la prostate. Et c'était cette diapositive ici auquel je pensais, et un papier qui est sorti il y a 6 jours dans Cell, qui est la revue, une des revues prestigieuses en biologie, où des Chinois ont réussi à implanter un gène d'une autre maladie neurodégénérative qui s'appelle la maladie de Huntington, qui provoque la mort à 40-50 ans, et bien d'avoir un modèle de cochon, cette fois-ci potentiellement pouvant remplacer le singe dans des maladies, sachant que le cochon est déjà extrêmement utilisé pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Voilà, je te repasse la parole. Merci à vous. Bien, donc, je dis qu'il y a différents domaines où on utilise l'expérimentation animale. Donc, le premier, c'était les mécanismes fondamentaux du vivant. Ici, j'ai décrit très brièvement, et Alban a plus développé dans le domaine des neurosciences, le développement de modèles de pathologie humaine. Je vais terminer avec le troisième grand domaine d'application, qui sont les tests prédictifs de toxicité ou d'efficacité thérapeutique. Donc, je rappelle que ça, c'est 24% à peu près des animaux utilisés en expérimentation animale. Donc, il faut préciser que ces expériences, en fait, sont une obligation légale, réglementaire, et qu'elles ne sont, dans une grande majorité des cas, pas réalisées en recherche fondamentale, et donc pas majoritairement dans les universités.
Donc d'où vient cette obligation légale? Je ne vais pas faire tout l'historique, mais en gros c'est principalement la déclaration d'Helsinki de 1964, donc qui recommande l'expérimentation animale comme préalable à l'expérimentation humaine, bon, notamment suite au procès de Nuremberg et aux expérimentations humaines réalisées par les nazis. Et donc à l'heure actuelle, toute autorisation de mise sur le marché, qui est une procédure très longue et qui concerne donc tous les médicaments qui vont être utilisés chez l'humain, nécessite la démonstration de la non-toxicité de la molécule du traitement, d'abord chez l'animal et ensuite chez l'humain par des tests cliniques. Alors c'est principalement, si on consulte les sites des associations contre l'expérimentation animale, les tests de toxicité qui sont visés par ces associations, qui sont toujours systématiquement donnés en exemple. Et on retrouve associé généralement à la critique de ces tests l'affirmation que les médicaments, entre guillemets les médicaments humains, fonctionnent mal, et c'est parce qu'ils ont été mis au point chez l'animal. Donc là on retrouve systématiquement le critère de mauvaise science. Nous pratiquerions une mauvaise science en mettant au point chez l'animal des molécules, des traitements qui seraient ensuite appliqués chez l'humain. Donc beaucoup de médicaments testés sur les animaux ne fonctionnent pas pour les humains. Alors en fait les choses sont un petit peu plus complexes que simplement le fait que les médicaments fonctionneraient mal. En fait au début des années 2000, le constat a été fait à la fois par l'industrie pharmaceutique et par les chercheurs en recherche fondamentale que en fait, la majorité des médicaments, plus de 90%, donc ça c'est un des dirigeants de GlaxoSmithKline, parti pharmaceutique, qui l'a affirmé dans les grands médias à l'époque, plus de 90% des médicaments ne fonctionnent en fait que chez 30 à 50% des gens. Donc c'est pas la même chose de dire que les médicaments fonctionnent mal. En fait, ils fonctionnent, mais pas chez tout le monde. Principalement lié en fait à une diversité des individus. Donc, pourquoi en fait cette diversité, pourquoi ce problème de prédire un fonctionnement? C'est un domaine qui est relativement difficile, je dirais, à schématiser ici en quelques slides, mais prenons simplement l'observation de base que les organismes vivants sont par définition ce qu'on appelle des systèmes complexes. Donc vous avez un premier niveau, je dirais, qui est le niveau moléculaire, où vous avez un très grand nombre d'interactions entre, par exemple, les 20 000 gènes produits actifs chez l'humain ou chez la souris. Vous avez un échelon d'interaction au niveau cellulaire qui est excessivement complexe également, puis un niveau d'interaction très important également au niveau des organes qui vont interagir et au niveau social. Donc l'organisme en tant que tel va être dans un réseau d'interaction où il va être atteint par toute une série de stimulations, pollutions, infections et autres. Donc l'enchevêtrement de ces différents types d'interactions font que quasiment tout système biologique peut être dit complexe, c'est-à-dire composé d'un très grand nombre d'éléments différents interagissant de manière non linéaire, et qu'on définit en mathématiques. Alors, par complexe, en mathématiques, ça ne veut pas dire compliqué. En fait, une des propriétés mathématiques de cette complexité, c'est ce qu'on appelle le non-déterminisme. Donc, en pratique, ces modèles, ces systèmes sont principalement imprévisibles parce qu'ils ont ce qu'on appelle les propriétés dites émergentes, donc des propriétés qui ne peuvent pas, entre guillemets, être déduites de leur organisation de base. Donc en pratique, dans ces systèmes vivants, de petites variations peuvent grandement affecter la distribution, l'élimination d'une molécule et donc son efficacité. Alors les causes de cette variation au sein d'une même espèce, elles sont en fait très très nombreuses. Donc vous avez la variation génétique. Vous avez ce qu'on appelle la variation épigénétique, donc qui n'est pas d'origine génétique et qui peut être transmise par exemple de la mère à l'enfant dans certains cas. Vous avez les variations de la composition de ce qu'on appelle la microbiota, donc la flore commensale, qui peut avoir une très grande importance sur les comportements, également sur toute une série de pathologies. Ça a été beaucoup documenté ces dernières décennies. Vous avez également une grande importance de l'historique immunitaire. Les différentes infections peuvent influer la réponse à toute une série de traitements. Et également les facteurs comportementaux, donc l'alimentation et environnementaux, par exemple la pollution. Donc, en conclusion, je pense qu'on peut affirmer qu'il n'existe pas deux êtres vivants qui sont identiques. Et donc cette singularité va rendre la réponse d'un être vivant un traitement en partie imprévisible. Donc il n'existe pas, en fait, de modèle prédictif qui soit infaillible en biologie. Tout simplement parce qu'il est impossible, je dirais, de rendre compte de l'énorme diversité qu'on a dans les populations naturelles. Et donc,
le problème du manque, entre guillemets, d'efficacité, le fait que les médicaments qu'on met au point à l'heure actuelle ne fonctionnent pas sur tout le monde, ne vient absolument pas du fait qu'on ait développé ces médicaments chez l'animal. C'est une propriété, je dirais, intrinsèque du vivant, cette variabilité. Et donc il y a très très peu de chances qu'à l'avenir on puisse développer des médicaments qui auront forcément un spectre d'action beaucoup plus large. Donc tout le challenge, par exemple, de ce qu'on appelle à l'heure actuelle la médecine personnalisée, ce n'est plus d'essayer de mettre au point des médicaments qui marcheront chez tout le monde, c'est de définir, d'identifier les gens chez qui les médicaments vont marcher. Et donc même de, par exemple, réhabiliter certains médicaments anciens qui ont été abandonnés et d'arriver à trouver chez qui ces médicaments peuvent, entre guillemets, fonctionner. Alors, deuxième grande affirmation, on y arrive, des associations contre l'expérimentation animale, ce serait que l'expérimentation animale ne permet d'apprendre que sur l'animal, ce qui n'aurait aucun intérêt pour l'humain. Bon, ça, c'est l'affirmation, je dirais, qui est la plus facile à démonter. Je me contenterai de deux exemples. La prévention, par exemple, des maladies infectieuses. Donc, il faut savoir que le stock de maladies infectieuses qui peut atteindre l'humain n'est pas du tout un stock fini. Ce nombre de maladies augmente, entre guillemets, de manière constante. Par exemple, entre 1940 et 2004, on a documenté 335 nouvelles maladies infectieuses émergentes, donc totalement nouvelles, qui n'avaient pas été observées auparavant. Dans ces 300 maladies, plus des 2/3 sont ce qu'on appelle des zoonoses. Donc des zoonoses, ce sont des infections qui sont transmises de l'animal à l'homme. Et donc, le poids de ces zoonoses, si on prend par exemple uniquement l'Europe, qui est quand même une zone de très haut niveau sanitaire, en 2016, vous aviez quand même 350 000 cas d'infection liés à des zoonoses et 450 morts. Donc, c'est quand même un poids assez considérable. Donc, la prévention des infections, des maladies infectieuses chez l'animal, donc la compréhension des maladies infectieuses, du cycle de l'agent pathogène, le développement de thérapies chez l'animal, est indispensable pour protéger les populations humaines des zoonoses. Elle est aussi indispensable pour garantir la sécurité alimentaire des populations. Je vous rappelle qu'historiquement, la plupart des grandes famines ont été déclenchées par des épidémies touchant par exemple le bétail. Et donc si on prend la vaccination, qui est quand même une des pratiques médicales emblématiques, il y a beaucoup plus d'animaux actuellement vaccinés dans le monde que d'humains vaccinés. Alors un deuxième exemple de cet intérêt de s'intéresser à la santé de l'animal pour une meilleure santé humaine, c'est par exemple la politique écologique. Donc il est assez étonnant de voir qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes impliquées dans ce que j'appellerais l'écologie politique critiquent l'expérimentation animale, dans le sens où pour avoir une politique écologique rationnelle, en fait, comme je vais essayer de le montrer, l'expérimentation animale est absolument indispensable. Donc si on prend par exemple la pollution des cours d'eau, on sait qu'à l'heure actuelle, on a à peu près 100 000 substances chimiques qui sont déversées dans les eaux de nos rivières. Pesticides, métaux lourds, produits pharmaceutiques, antibiotiques et ainsi de suite. Donc il est totalement impossible d'interdire ces 100 000 substances. Donc une politique écologique qui serait rationnelle devrait passer par l'identification des substances qui sont les plus actives, qui sont les plus nocives pour l'environnement et pour l'homme. Donc définir globalement l'impact sur les écosystèmes. La seule manière en fait de faire ça, c'est une expérimentation sur l'animal en laboratoire. Parce que si vous avez évidemment l'animal qui est exposé aux 100 000 substances, identifier l'animal responsable d'une pathologie, la substance responsable d'une pathologie, c'est évidemment totalement impossible. Donc dans des conditions de laboratoire, on peut tester chaque substance séparément ou en cocktail sur différentes étapes du développement en fait, d'animaux témoins choisis en nature pour définir des normes environnementales, mesurer par exemple la capacité des stations d'épuration à éliminer ces différentes substances. Donc, première grande conclusion, je pense qu'on peut affirmer que la contribution de l'expérimentation animale à l'amélioration de la santé humaine et à une politique écologique rationnelle, c'est un fait qui est bien documenté, qui est bien établi. Je pense qu'à ce stade, affirmer le contraire, c'est au mieux de l'ignorance, au pire de la désinformation volontaire. Voilà. Le deuxième grand point qui est très important, c'est d'éviter les amalgames. Donc, l'efficacité des modèles animaux dépend clairement de l'usage qu'on en fait. Donc, il faut dissocier l'animal quand il est le sujet d'étude. Par exemple, si on étudie pour la production alimentaire, l'écologie, la zoonose, on a forcément une valeur explicative et une valeur prédictive qui est importante. Parce que là, l'animal n'est plus un modèle, c'est le sujet, entre guillemets, d'étude en tant que tel. Alors, les modèles d'étude de mécanismes fondamentaux du vivant, étant donné qu'on a une très grande conservation de ces mécanismes, la valeur explicative et prédictive est forcément forte aussi. Modèle d'étude de pathologie humaine,
La valeur explicative, généralement, est très bonne, dans le sens où souvent la dynamique d'une pathologie, par exemple, est très bien comprise chez la souris, et on retrouve cette même dynamique chez l'humain. Par contre, comme je l'ai expliqué, on a des variations dans les détails qui font que la valeur prédictive des thérapies développées peut être faible, en tout cas beaucoup plus faible qu'attendu. Et donc le dernier point, qui est généralement le plus attaqué par les associations de protection animale, c'est l'usage de l'animal comme modèle prédictif pour l'humain en toxicologie et en thérapeutique. Donc là, généralement, on ne cherche pas une valeur explicative, ce n'est pas de la recherche fondamentale, on est dans le prédictif. Et là, clairement, on a un prédictif qui n'est absolument pas exceptionnel, mais qui généralement est complété par toute une série d'études in vitro, de simulations mathématiques. Et donc à l'heure actuelle, ce prédictif de l'animal qui n'est pas exceptionnel est complété par toute une série d'autres méthodes. Donc à l'avenir, il est possible qu'on puisse réduire l'usage de l'animal en expérimentation. C'est clair, je pense qu'il y aurait par exemple un intérêt à le faire pour les modèles de toxicologie, mais par contre, pour tout ce qui est modèle ayant une visée explicative ou prédictive en termes de pathologie humaine, en termes de modèles des mécanismes fondamentaux du vivant, là je pense qu'il reste absolument indispensable. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de ne pas réduire l'expérimentation l'expérimentation animale au seul profit, je dirais, de la simple santé humaine en tant que telle. Bon, je suis un peu gêné ici de rappeler, vu le lieu, que science, scientia, c'est quand même la connaissance, que le but ultime de la science, c'est de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Bon, quel est l'intérêt de comprendre ce monde? Bon, l'image, je pense, c'est parlant d'elle-même. La connaissance permet notamment de faire des choix éclairés, de comprendre, entre guillemets, le monde où nous vivons. Donc si on prend les recherches sur l'évolution, la génétique, la médecine, l'écologie, elles ont globalement redéfini les relations humaines et nos relations avec l'environnement. Je prends quelques exemples simples. L'histoire évolutive et la place de l'humain. L'humain n'est plus vu comme une création divine. Donc il n'est plus au sommet de la pyramide, il est dans un écosystème, il fait partie de cet écosystème, il interagit avec lui, il en est dépendant. Donc ce qui devrait en principe changer notre manière d'interagir avec ces écosystèmes. La maladie, ce n'est plus un châtiment divin. On ne met plus des clochettes aux gens malades et on ne les exclut plus dans des léproseries ou autres. L'homosexualité, les études sur le déterminisme génétique ont clairement démontré que ce n'était pas une perversion, que ce n'était pas une maladie. Si on prend par exemple les rapports hommes-femmes, que seraient ces rapports si on n'avait pas développé les méthodes de contraception qui ont toutes été mises au point chez l'animal? Et si on prend par exemple le problème des couples stériles, toutes les méthodes de fécondation in vitro ont été mises au point chez l'animal avant d'être appliquées à l'humain. Troisième grand argument contre l'expérimentation animale, elle pourrait toujours être remplacée par des méthodes alternatives. Alors ça demande une petite explication sur la méthodologie scientifique moderne. Alban en a déjà parlé un peu, mais je vais essayer de schématiser. Donc cette méthodologie est assez peu connue du public. Malheureusement, quand on discute avec la plupart des gens, je dirais naïfs en sciences, on se retrouve avec des histoires de bains, de pommes ou de voyages pour motiver les innovations scientifiques. C'est un domaine très vaste, donc je vais essayer simplement ici de répondre à deux questions. Pourquoi réaliser des expériences? Pourquoi ne pas simplement observer? Certaines personnes le suggèrent. Et qu'est-ce qu'un modèle expérimental? Est-ce qu'il doit être similaire au sujet d'étude? Est-ce que c'est ça le principal critère pour dire qu'on a un bon modèle expérimental? Donc, de manière formelle, évidemment, c'est très général. Quand vous avez un phénomène naturel, vous allez réaliser une série d'observations, généralement associées à une analyse statistique pour essayer d'établir ce qu'on appelle une corrélation, une causalité. Et pour expliquer cette apparente causalité, on va émettre une série d'hypothèses mécanistiques. Donc, par exemple, A passerait par C pour induire D, A passerait par C, B pour induire D, et ainsi de suite. Bon. En général, ces hypothèses mécanistiques sont toutes compatibles, évidemment, avec l'ensemble des observations générées. Donc le problème, c'est d'isoler la bonne hypothèse mécanistique, la bonne chaîne causale parmi les différentes hypothèses qu'on peut déduire d'une observation. Donc c'est là qu'intervient le modèle expérimental. Le modèle expérimental, son but en fait est d'identifier la bonne hypothèse mécanistique. Donc on va réaliser une expérience dans un modèle, obtenir des résultats, et ce modèle doit en principe permettre d'exclure certaines hypothèses et d'en sélectionner d'autres. Donc la science moderne, à l'heure actuelle, se définit principalement par l'expérimentation et l'usage de modèles expérimentaux. Ça va plus loin. En fait, si on prend l'approche philosophique, notamment Karl Popper dans la logique de la découverte scientifique, il a introduit clairement l'idée que le caractère scientifique même d'une théorie tient à sa réfutabilité expérimentale. Et donc,
Ce qui va faire la différence entre science et pseudo-science, autoscience métaphysique, ça ne va pas être tellement le fait d'avoir un raisonnement logique, d'avoir un ensemble d'observations cohérents, une analyse statistique, ça va être en fait principalement la réfutabilité expérimentale. Donc à l'heure actuelle, l'usage de l'expérience, du modèle expérimental, est absolument indissociable de la science moderne. Alors quels sont les critères déterminant la performance d'un modèle expérimental? Le principal problème, en fait, j'ai un peu déjà esquissé l'idée, c'est la complexité des systèmes biologiques. Donc si on prend un individu de 70 kg humain, il est approximativement constitué de 10 000 milliards de cellules. C'est un nombre phénoménal. Et en fait, les études les plus récentes d'expression d'ARN de protéines montrent que pratiquement toutes ces cellules, même si elles appartiennent parfois à la même différenciation, ont en fait une certaine spécificité, ce qu'on appelle un phénotype qui leur est particulier. Donc on pourrait pratiquement dire que ces 10 000 milliards ont quasiment toute une singularité. Ces cellules interagissent ensemble et modifient leur phénotype, modifient leur spécificité. Ces cellules sont organisées en organes, des unités fonctionnelles, qui vont interagir ensemble pour former un organisme. Et cet organisme est soumis à toute une série de facteurs d'influence, pollution, stress et ainsi de suite. Donc, la principale chose en fait qu'on va demander à un système expérimental, c'est d'abord de simplifier le système. Pour arriver en fait à discriminer entre différentes hypothèses, on va utiliser ce qu'on appelle l'approche réductionniste de Descartes. Donc on va réduire le nombre d'éléments du système et réduire les paramètres affectant le système. Donc, en pratique, on a 3 grands niveaux d'expérimentation, ce qu'on appelle traditionnellement les expériences in vivo sur animaux. Ce sont déjà des modèles en fait réductionnistes, dans le sens où ce sont souvent des animaux génétiquement identiques et qui sont dans un environnement qui est beaucoup plus simplifié que l'environnement naturel normal. On peut également travailler in vitro, donc sur des cellules isolées, soit en monocouche, soit ce qu'on appelle des ébauches d'organes reconstitués, les fameux organoïdes, produits à partir de cellules souches, ou on peut travailler in silico, donc réaliser ce qu'on appelle la modélisation mathématique. Donc, on a un gradient en fait de réductionnisme, dans le sens où ces 3 approches se placent à des niveaux de complexité tout à fait différents. On va, en fonction du fait qu'on travaille in vitro, in vivo, in vitro ou in silico, s'intéresser à un nombre de plus en plus réduit en fait, de variables et de paramètres. Et donc les méthodes dites alternatives sont en fait les méthodes in vitro et in silico qui, soi-disant, entre guillemets, n'utilisent pas l'animal. Alors ces méthodes, contrairement à ce qui est affirmé par pratiquement tous les auteurs qui s'insurgent contre l'expérimentation animale, ces méthodes ne sont pas en compétition. Je vais dire qu'elles sont en compétition, c'est quasiment le même principe que de dire que le marteau, le clou et la scie, entre guillemets, seraient en compétition. En fait, ce sont des méthodes qui sont totalement complémentaires. À l'heure actuelle, les chercheurs travaillent à différents niveaux de complexité. Alors évidemment, étant donné la complexité méthodologique, souvent un chercheur va se spécialiser à un certain niveau d'expérimentation. Tout le monde ne fera pas de la modélisation, de l'expérimentation in vitro ou in vivo. Il y aura une spécialisation des chercheurs, et les chercheurs travaillant à ces différents niveaux collaborent. Donc il n'y a pas du tout de compétition entre ces différents niveaux. Alors pourquoi ne pas utiliser uniquement les méthodes dites alternatives? Pourquoi ne pas bannir l'animal et se limiter aux 2 niveaux in silico et in vitro? Principalement en fait parce que l'approche réductionniste de Descartes a des limites qui sont assez évidentes en pratique. Je vais prendre un exemple assez emblématique qui est la résistance aux antibiotiques. Donc comme vous le savez tous, l'usage des antibiotiques assez effréné dans les années 70-80 a mené progressivement à l'émergence de résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Et donc c'est un gros problème de santé publique de comprendre ces mécanismes de résistance pour essayer d'y pallier. Donc il y a 2 grands types d'expériences qui ont été réalisées depuis une trentaine d'années avec toute une série d'antibiotiques dans toute une série de modèles différents. Donc ce qu'on appelle les expériences vraiment in vitro, où on va mettre en fait simplement des bactéries en présence d'un antibiotique, sélectionner les bactéries qui vont simplement survivre à cet antibiotique et isoler les gènes dits de résistance, ou une approche in vivo, où on va infecter par exemple des souris avec des bactéries, les traiter avec des antibiotiques, isoler les bactéries survivantes et isoler les gènes de résistance. Alors, le résultat emblématique dans toutes ces approches, c'est que si on compare les gènes identifiés par ces 2 méthodes, on obtient en fait généralement des gènes différents. Et l'explication est assez simple. À conditions de sélection différentes, solutions différentes, une bactérie in vitro doit simplement résister à l'antibiotique. In vivo, elle va devoir résister à la fois à l'antibiotique
et au système immunitaire de l'animal. Donc elle va développer des solutions, sélectionner des gènes qui seront forcément différents. Alors, également une chose à démonter, on présente les expériences in vitro et in silico comme épargnant l'animal, et donc comme une solution éthique morale. Bon, en fait, c'est un peu exagéré. Si on prend par exemple l'in vitro, il faut déjà savoir que dans beaucoup d'expériences dites in vitro, les cellules sont quand même prélevées chez l'animal à la base. Maintenant, si on travaille in vitro avec des cellules, par exemple, cancéreuses, qui se multiplient, je dirais, de manière perpétuelle, ces expériences sont quand même réalisées dans ce qu'on appelle un milieu de culture. Donc, c'est ce que j'ai schématisé ici, la petite bouteille rouge. Si on va voir l'étiquette de plus près, la plupart des milieux de culture, par exemple, pour la plupart des cellules qu'on utilise pour des lignées qui proviennent de souris immortalisées, contiennent ce qu'on appelle du fetal bovine sérum, donc du sérum de veau fœtal. Actuellement, enfin, si on prend les chiffres de 2008, je n'ai pas trouvé les chiffres plus récents, 800 000 litres de sérum fœtal de veau sont utilisés en expérimentation. Le sérum fœtal de veau, le nom ne trompe pas, il vient du veau. Je ne sais pas combien de litres on obtient d'un veau, mais avec 800 000 litres, je pense qu'on peut faire le pari que plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de veaux sont sacrifiés chaque année pour de l'expérimentation in vitro. Donc prétendre que systématiquement l'expérimentation in vitro épargnerait l'animal, dans beaucoup de cas c'est faux. Alors in silico, la modélisation mathématique, oui, une modélisation mathématique, sensu stricto, n'utilise pas d'animal. Mais dans beaucoup de cas, l'utilisation de données provenant de l'animal. Donc si je prends un de mes anciens articles, où j'avais fait un article de pure modélisation sur la régulation du système immunitaire, en fait, sur 45 références de cet article, 20 concernent des articles d'expérimentation animale. Donc oui, clairement, en modélisation, la personne qui réalise la modélisation ne touche pas un animal, mais elle utilise des données provenant de l'expérimentation animale. Donc deuxième grande conclusion, modélisation, études in vitro et expérimentation animale sont des approches qui sont complémentaires. Ce n'est absolument pas des alternatives à l'expérimentation animale, et à l'heure actuelle, je pense qu'on peut affirmer qu'il est impossible de remplacer totalement l'expérimentation animale par les méthodes alternatives, du moins en recherche fondamentale. En dernier grand argument, l'expérimentation animale ne serait réglementée que par les scientifiques eux-mêmes. Donc ça nous amène à l'encadrement légal de l'expérimentation animale. Je prendrai l'Europe et principalement la Belgique comme exemple. Donc en Europe, l'expérimentation animale est soumise actuellement à la directive européenne qui date de 2010, 2010-63. Cette directive européenne a été transposée dans le droit belge en 2013, elle a été légèrement corrigée en 2017, mais on peut dire que depuis 2013, l'esprit, entre guillemets, de la directive européenne est d'application. Alors cette directive définit clairement les conditions d'élevage et de conservation des animaux, donc la taille des cages, les taux d'hygrométrie, la température pour chacune des espèces, tout ça est défini. L'expérimentation n'est pas réalisée n'importe où, donc il faut une agrégation préalable systématiquement pour réaliser une expérimentation animale. Il faut également l'acceptation d'un dossier éthique et son approbation par une commission éthique locale. Donc, ce dossier éthique va contenir un descriptif de la méthodologie des expériences, le niveau de douleur, l'intérêt des expériences. Il va surtout démontrer qu'il n'existe aucune alternative à l'expérimentation animale pour atteindre le même objectif. Et la commission éthique qui va valider, entre guillemets, ce dossier éthique va être composée d'un panel de scientifiques, une dizaine. Évidemment, le scientifique qui introduit le dossier éthique est exclu de ce panel. Un responsable vétérinaire de la santé animale, un représentant des techniciens animaliers qui va suivre les expériences, un biostatisticien qui va vérifier que les nombres d'animaux proposés sont cohérents par rapport aux objectifs, et au moins 2 personnes dites naïves, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à l'institution où sont réalisées ces expériences. Alors la logique, la philosophie, je dirais, de cette directive est symbolisée généralement par les 3 R de Russell et Birch. Donc réduire, raffiner, remplacer. Comprendre, réduire autant que possible le nombre d'animaux sans nuire à la relevance des résultats. Raffiner, c'est-à-dire optimiser la production de résultats et limiter la souffrance animale. Remplacer, quand c'est possible est important, l'expérimentation animale par des méthodes alternatives. Donc la règle des 3 R, en fait, c'est un consensus au sens où c'est une reconnaissance à la fois du caractère sensible de l'animal, on ne le considère pas comme une chose jetable, on ne le considère pas comme un plastique, il est reconnu comme un être sensible,
mais c'est également une reconnaissance de l'intérêt de la recherche fondamentale, de l'expérimentation animale dans la recherche fondamentale. Donc elle n'a pas pour finalité d'interdire l'expérimentation animale, elle a pour finalité de l'encadrer. Alors les scientifiques font-ils ce qu'ils veulent? Pas vraiment en fait. Donc si un chercheur veut réaliser un projet de recherche, il doit tout d'abord être financé. Donc en pratique, il va introduire un projet de recherche accompagné d'un dossier éthique, et en général, une commission scientifique internationale, anonyme, va définir si ce projet est recevable, va être financé. À l'heure actuelle, le projet de financement oscille entre 15 et 30%, donc il y a déjà une sélection qui est quand même très importante à ce stade-là. Si le projet est financé, les chercheurs déposent donc un dossier éthique dans leur université, qui est validé ou non par une commission éthique locale. Les expériences sont suivies par la cellule chargée du bien-être animal, donc un ensemble de gens travaillant dans l'animalerie qui seront en contact avec les souris, qui communiqueront avec la commission éthique locale. Et enfin, on a une analyse dite rétrospective, une évaluation des résultats, qui est prise en compte par la commission éthique locale et qui va valider ou non la poursuite des expériences. Donc on a quand même de multiples niveaux de contrôle. Et clairement, je pense qu'on peut dire que les chercheurs ne font pas, entre guillemets, ce qu'ils veulent en recherche. Ce travail est, à l'heure actuelle, déjà très largement encadré. Alors, dernière réflexion de bon sens à ce niveau-là, parce qu'il faut rappeler que pour l'expérimentateur, indépendamment de toute considération éthique, il faut absolument qu'il dispose d'une bonne santé non stressée. Le stress modifie en fait déjà à lui seul toute une série de paramètres. Donc pour faire, je dirais, de la bonne science, pour avoir une bonne pratique, il faut d'office avoir des animaux en bonne santé non stressés. Alors le tout dernier argument, en fait, qui n'en est pas un, c'est l'argument du nombre en tant que tel, qui est systématiquement présenté comme trop élevé. Donc la plupart des associations, je dirais dans leurs articles ou lors des interviews, citent ce chiffre comme s'il représentait en lui-même un argument. Donc, par exemple, 535 000 animaux utilisés en Belgique. Cette espèce de lobbying et de répétition a amené notamment certains politiciens à proposer et à se fixer comme objectif une réduction, par exemple 30% des animaux utilisés en expérience en réduction en 2025 pour la région bruxelloise. En fait, un chiffre n'est grand, petit que par rapport, évidemment, à un autre chiffre. Donc, je vais essayer ici rapidement de faire une mise en perspective de l'expérimentation animale par rapport à l'usage que nos sociétés font de l'animal, société moderne. Donc, si on prend simplement la production alimentaire industrielle, les chiffres belges, en Belgique, vous avez à peu près 300 millions d'animaux abattus dans les abattoirs en 2016. Donc, 1 million par jour. Et un tiers de cette production alimentaire est gaspillé, chiffre de l'OMS. Si on prend l'animal comme dommage collatéral, et limitons-nous ici aux chiffres sur les routes, donc les chiffres par exemple publiés pour Nature Point aussi en 2016, on a 10,9 millions d'animaux tués sur les routes belges, 30 000 par jour. Donc si on fait une simple mise en perspective, une simple comparaison de ces chiffres, l'expérimentation animale, elle est là. Mon graphique Excel ne peut même pas montrer, je dirais, ce nombre. Donc on a 20 fois plus d'animaux tués sur les routes, 600 fois plus tués dans les abattoirs. Alors on peut évidemment parler des animaux de compagnie, qui ne sont pas des rats, des souris, pour lesquels on a évidemment beaucoup plus d'empathie. Et donc on peut utiliser l'argument que 1529 chiens, 123 chats, c'est un grand nombre. Évidemment, si on possède un chat, un chien, c'est un nombre de nouveau qui apparaît considérable. Si on le compare avec d'autres chiffres, par exemple le fait que chaque année on a environ 60 000 chats et chiens qui sont abandonnés et recueillis par des refuges en Belgique, que 20% des chiens et 80% des chats sont euthanasiés, et ont bien souvent souffert avant d'atteindre ces refuges, bon, ces chiffres quand même prennent une autre signification. On peut aussi comparer le nombre d'animaux utilisés en expérimentation animale au nombre d'humains qui participent aux tests cliniques. On a 170 000 Belges qui participent à des tests cliniques en Belgique chaque année. Donc, conclusion générale, l'expérimentation animale contribue à l'amélioration de la santé humaine et à l'innovation. Il est impossible de la remplacer totalement par les méthodes alternatives. Je pense qu'il y a un grand consensus dans la communauté scientifique à ce sujet. En Europe, l'expérimentation animale est la forme d'utilisation animale la plus réglementée, c'est-à-dire que c'est la seule qui soit soumise au cas par cas à un examen éthique, examen qui implique généralement plus d'une vingtaine de personnes. L'expérimentation animale, dans les chiffres, implique bien moins de 1% des animaux tués dans nos sociétés, ce qui implique que la réduire ou l'interdire réduirait très peu la souffrance animale globale dans la société. Par contre, il s'en suivrait une réduction, à mon avis évidente, de l'innovation.
Ce qui sera assez vicieux dans cette réduction, c'est qu'elle touchera en principe la génération future. Il y a généralement un décalage de 20 ans entre les découvertes et l'applicabilité. Donc à l'heure actuelle, nous jouissons des applications qui ont été développées, qui ont été découvertes il y a une vingtaine d'années. Si nous coupons, je dirais, l'expérimentation animale, nous ne le payerons pas nous, mais nos descendants par contre le payeront. Alors réduire l'expérimentation animale, comme je le disais, aura vraisemblablement des conséquences graves pour la qualité de la recherche scientifique en sciences du vivant. C'est un choix de société qui est important. Donc l'idée générale est que si les citoyens veulent aller vers ce type de choix, il faut au minimum qu'ils soient à la fois informés des aspects moraux, philosophiques, mais également des aspects scientifiques de cette problématique. Alors le gros problème, je terminerai là-dessus, c'est que pour une minorité, on a dépassé ce stade du dialogue et de l'information. Le dialogue et l'information ne sont plus de mise. Pour une minorité de personnes dans nos sociétés, l'exploitation animale est maintenant perçue comme un crime. C'est-à-dire que c'est devenu un tabou moral, et par définition, un tabou, on ne le discute pas. Et donc, énormément d'associations contre l'expérimentation animale ne demandent pas en fait une meilleure réglementation, une diminution de la souffrance animale, ils visent en fait l'abolition totale. Donc si on prend par exemple la fondation de Brigitte Bardot, mais elle n'est pas plus excessive qu'une autre, l'expérimentation animale n'est pas un mal nécessaire, c'est un mal tout court. L'animal, être sensible, n'est pas un objet, un outil de recherche, il n'a pas à être l'esclave de l'homme, donc on ne peut pas l'utiliser en tant que tel, c'est un être sensible. Si on prend 30 millions d'amis, même type d'appel, une interdiction définitive de l'expérimentation animale. Un nouveau parti politique s'est développé en Belgique, Dire Animal, qui veut modifier dans la Constitution puis dans le Code civil le statut inhérent aux animaux afin que leur caractère sensible et sentient soit reconnu. Ce parti veut clairement mettre fin aux expérimentations animales, je le cite, parce que celles-ci sont totalement non éthiques. Donc on est dans le tabou. Donc pour cette minorité, la souffrance animale n'est plus le seul critère qui permet de définir ce qui est acceptable ou non. La plupart de ces mouvements sont de philosophie dite végane. Donc si je prends la définition, le statut de la Vegan Society, une philosophie et façon de vivre qui cherche à exclure autant que faire se peut toute forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux. Donc ce mouvement cherche à s'inscrire dans une continuité d'une série de luttes sociales, c'est dans la plupart de leurs textes. Donc l'idée c'est que l'antispécisme, la lutte contre le spécisme, s'intégrerait dans une suite de luttes contre les différences, donc la lutte contre le racisme, contre le sexisme, ce qui permet d'introduire l'idée d'une espèce de progrès moral qui serait inéluctable. Donc il y a énormément de publications d'auteurs qui exploitent entre guillemets cette thématique à l'heure actuelle. Et donc si je reviens par exemple à l'infiltration de l'animalerie de la VUB par Gaïa et aux commentaires, je dirais à la conclusion de l'activiste de Gaïa, un monde de cauchemar pour les animaux de laboratoire, c'est assez compréhensible dans le sens où si on voit l'interview de cet activiste, elle est sensible à la cause des animaux, ne mange pas de viande, ne boit pas de lait, milite pour les droits des animaux, en d'autres termes elle est végane. Donc pour elle, un endroit où on exploite l'animal, indépendamment de la souffrance des animaux, c'est forcément un monde de cauchemar. Donc cette philosophie mène à l'heure actuelle à un clivage identitaire, dans le sens où il y a ceux qui respectent les animaux, les végans, et ceux qui les exploitent. Ce qui mène actuellement à une polarisation complète du débat et à une rupture totale du dialogue avec cette minorité. Donc le mot de la fin, je dirais qu'il faut vraiment rappeler que les scientifiques ne sont absolument pas opposés au dialogue sur la question. On est tout à fait ouvert, on est prêt à échanger les arguments, mais ce que nous rejetons systématiquement, c'est la désinformation et le dogmatisme, qui à notre avis n'a pas sa place dans le débat. Donc nous rappelons qu'il est mensonger d'affirmer que l'expérimentation animale serait inutile et ou obsolète en recherche fondamentale. On peut proposer de réduire l'expérimentation animale pour des raisons morales, c'est tout à fait louable, mais ce choix de société ne doit pas être vendu aux citoyens en lui laissant croire que la recherche conserverait la même qualité ou en serait même améliorée. Je vous remercie pour votre attention.